never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. L'année 1943 a débuté avec la marine américaine dans une position intéressante. D'une part, les Japonais étaient sur la défensive à Guadalcanal et planifiaient même une évacuation. C'était important pour de nombreuses raisons, mais l'une des principales était que ce serait la première fois qu'une avancée majeure des Japonais dans le Pacifique aurait été combattue, vaincue et repoussée. Alors que les combats en Nouvelle-Guinée commençaient à tourner en faveur des Alliés, il restait une longue campagne à mener dans ce théâtre, et d'autres victoires alliées, comme à Midway, avaient stoppé net les avancées japonaises, mais n'avaient pas forcé la marine impériale japonaise ou l'armée impériale japonaise à se retirer des territoires précédemment occupés, comme l'avait fait Guadalcanal. Cependant, cela avait un coût élevé. Le Her Majesty's Ship Victorious était en route pour compléter le United States Ship Saratoga dans la tenue de la ligne, les campagnes de 1942 ayant réduit la force des porte-avions de la flotte de la marine américaine de 7 à 2, dont le Ranger était maintenu dans l'Atlantique, et il faudrait encore quelques mois avant que le premier de la classe Essex ne soit disponible. Le service des sous-marins américains avait perdu au moins 8 de ses propres engins depuis le début de la guerre, et était toujours encombré d'une torpille encore principalement défectueuse, et dans les théâtres Ford, il était également tout simplement à court de ses torpilles. Cependant, ce n'était pas entièrement mauvais. La production de sous-marins s'accélérait. Au moins un des problèmes du Mark XIV, le fait qu'il avait tendance à aller trop profondément, a été en grande partie résolu, et l'année a commencé avec 2 événements plutôt spéciaux. Le United States Ship Wahoo a obtenu un nouveau commandant, Mushmorton, qui allait marquer de son empreinte les opérations de sous-marins américains à partir de 1943. Et deuxièmement, le United States Ship Pompon connaîtrait probablement la panne mécanique la plus spectaculairement chanceuse de toute l'histoire des sous-marins, comme le raconte l'électricien Charles Foskett. Australie, 10 janvier 1943, en route vers la zone de patrouille près des îles Truk. Mercredi 16 janvier à 23h08, 2 torpilles tirées sur Pom-Pom SS-267 depuis un sous-marin japonais ont été aperçues. Torpilles évitées à 400 yards de vent. C'est ce que le rapport de patrouille a enregistré. Et maintenant, je vais vous raconter la vraie histoire. Une charge de batterie s'était terminée et le pont a demandé à la manœuvre de répondre aux cloches sur la batterie et de maintenir une flottabilité nulle sur le moteur principal numéro 3. J'étais le contrôleur principal et Milton Dworkowski était le contrôleur junior. Nous avons entamé le transfert de charge du moteur principal numéro 3 vers le moteur auxiliaire, suite aux ordres reçus via le 7100 en réponse à une cloche aux 2/3 sur la batterie. Quand le moteur auxiliaire tournait à plein régime, nous, les contrôleurs, avons transféré la charge. Milton n'avait jamais effectué le basculement réel auparavant et a demandé à effectuer la tâche. Ayant pleine confiance en ses capacités, j'ai accepté, lui demandant de s'assurer que la tension du générateur du moteur auxiliaire était la même ou supérieure à la tension de la batterie. Je lui ai aussi demandé de me prévenir quand il serait prêt à couper le disjoncteur du moteur auxiliaire pour que je puisse stopper la propulsion et éviter toute fluctuation de tension. Il m'a informé de la tension correspondante et je lui ai ordonné de fermer le disjoncteur. Quand Milton a commencé à fermer le disjoncteur, le moteur auxiliaire a soudainement ralenti, faisant chuter la tension du générateur en dessous de celle de la batterie. Il y a eu une forte explosion, de la fumée et des flammes lorsque le disjoncteur s'est fermé. Milton a été temporairement aveuglé, criant qu'il ne pouvait pas voir. Les poils sur mon cou se sont dressés en me précipitant pour l'aider. Pendant ce temps, sans propulsion, j'ai aidé Milton à rejoindre le panneau de contrôle. Le 7100 s'est animé, demandant la raison de la perte de propulsion et de direction. Alors que j'allais répondre, un guetteur a signalé des sillages de torpilles croisant notre proue. Sans répondre au pont, je suis passé à plein régime sur la batterie. Milton a sonné pour démarrer les moteurs arrière. Pendant ce temps, nous n'avons eu aucune nouvelle du 7100,
Le pont était occupé à éviter les torpilles qui avaient traversé notre proue. Pendant la préparation des moteurs, nous avons transféré la propulsion et informé le pont que nous avions une pleine puissance sur les 4 moteurs, mais la cloche de vitesse était toujours aux 2/3. Après quelques secondes, le pont nous a donné un consentement plus affirmé. Des heures plus tard, on nous a ordonné de passer à la vitesse standard sur 2 moteurs principaux. Après avoir été relevés de la garde, nous nous attendions à être convoqués à la salle des officiers. Étonnamment, aucun officier n'a jamais parlé de l'incident. De plus, après l'explosion du disjoncteur, le moteur auxiliaire a fonctionné normalement jusqu'à ce que nous ordonnions son arrêt par sécurité. Je pense parfois que, sans le dysfonctionnement du moteur auxiliaire qui nous a fait perdre la propulsion, les torpilles auraient peut-être atteint leur cible. Mais malgré tout, ce n'était pas que du bonheur et des roses. Le Mark XIV demeurait une arme très défaillante, comme nous le constaterons à maintes reprises, et les pertes ne cessaient de s'accroître. Le 10 janvier a vu la perte du gigantesque United States Ship Argonaut. Toute la scène a été observée par un avion de l'armée de l'air des États-Unis qui se trouvait par hasard sur les lieux en rentrant chez lui, ayant déjà utilisé toutes ses munitions et donc incapable de faire autre chose que regarder. Argonaut avait apparemment repéré un convoi de 5 navires marchands et s'était rapproché pour attaquer, mais il y avait 3 destroyers de classe Kagero escortant le convoi et il semble qu'Argonaut ait d'abord visé l'un de ces navires. La torpille a filé à travers l'eau puis a explosé prématurément. Un coup direct aurait probablement coulé le navire visé étant donné sa petite taille et aurait laissé les autres se demander « Devons-nous tenter de mener des efforts de secours et de sauver les survivants ou devons-nous contre-attaquer ?» Mais avec rien d'autre que des éclaboussures et des fragments touchant le destroyer en question, les 3 escortes ont chargé directement le long de la traînée de la torpille et ont déclenché un barrage de charges de profondeur. Manifestement, une ou plusieurs de ces charges ont touché leur cible et causé des dégâts majeurs, car, peu de temps après, l'étrave de l'Argonaut a jailli de l'eau à un angle abrupt, mais le reste du sous-marin n'a pas suivi. Les navires japonais ont ensuite pompé des obus de 5 pouces dans l'étrave exposée jusqu'à ce que le sous-marin glisse à nouveau sous les vagues, emportant tout l'équipage avec lui. Néanmoins, les sous-mariniers américains commençaient à s'habituer aux tactiques beaucoup plus agressives qu'ils trouvaient beaucoup plus efficaces que la prudence d'avant-guerre. Et entre cela, l'arrivée de sous-marins de flotte plus capables et l'utilisation mixte des torpilles Mark X plus anciennes et quelque peu plus fiables, où les sous-marins qui pouvaient les utiliser étaient indisponibles, et le Manka 14 occasionnellement fonctionnel, ils ont scrupuleusement maintenu le décompte des pertes japonaises sur une courbe générale ascendante. À la fin de janvier, le United States Ship Guardfish a presque réussi à mener une attaque qui aurait rendu Gunther Prien jaloux. Réussissant à infiltrer le redout de la marine impériale japonaise de Rabaul, ils ont aperçu plusieurs navires ennemis se chevauchant et ancrés en une belle ligne. Les torpilles ont été dûment réglées pour une longue portée à faible vitesse et les 6 tubes de proue ont été préparés pour le lancement, mais à moins d'1 minute avant que la portée de lancement ne soit atteinte, un avion de patrouille a plongé et soudainement les batteries de la côte, l'avion et 2 navires de patrouille ont tiré sur la position du Guardfish. Le sous-marin a donc été contraint de plonger et de réussir son évasion. L'United States Ship Wahoo a commencé sa première patrouille sous le commandement de Morton et est rapidement devenu quelque chose d'une légende. Cela était en partie grâce à une série d'excellentes décisions de la part de Morton avant même que le bateau n'ait quitté le port. L'une des décisions a été d'abandonner toute prétention de tradition, comme s'il y en avait une dans les sous-marins américains ou même dans n'importe quel service de sous-marins, et d'assigner ses officiers aux tâches qu'il estimait être les meilleures et non aux tâches traditionnelles prévues pour ses officiers. George Grinder était de loin le meilleur tacticien sur le bateau et il est donc devenu le conseiller tactique de Morton. Roger Payne pouvait manipuler l'ordinateur de données des torpilles comme un maître joue du violon, et il a donc été assigné à travailler si étroitement avec lui que certains membres de l'équipage plaisantaient en disant qu'il était parfois partiellement fusionné avec lui, ce qui le rendrait techniquement le premier adepte du Mechanicus. Et bien sûr, l'officier exécutif était Richard O'Kane, lui-même destiné à sa propre légende plus tard, et il se trouve qu'il avait gagné à la loterie génétique en ce que son esprit était capable de calculer les angles et les distances lorsqu'il regardait à travers un périscope aussi facilement que de respirer. Le périscope de combat de Morton est devenu le nouvel ami inséparable de O'Kane. Avant leur départ, Morton s'est adressé à l'équipage. Un enregistrement légèrement abrégé de son célèbre discours est le suivant. « Wahoo est sacrifiable. Notre mission est de couler les navires ennemis.
Nous allons là-bas pour chercher des Japonais. Toute fumée à l'horizon et tout contact surveillé seront examinés. S'il s'avère être l'ennemi, nous allons le chasser et le tuer. Si quelqu'un ne veut pas suivre dans ces conditions, qu'il aille voir le yeoman. Je lui donne maintenant l'autorité verbale pour transférer quiconque n'est pas volontaire. » Le yeoman était un homme très seul ce jour-là. Ainsi, entièrement équipé, le Wahoo s'est dirigé vers sa zone de patrouille, en s'arrêtant au port de Wewak, en Nouvelle-Guinée, pour une mission de reconnaissance. Cependant, alors que la marine américaine lui avait assigné cette mission de reconnaissance particulière, elle avait négligé d'envoyer des cartes pour le port. Au lieu de cela, un membre de l'équipage du moteur est apparu dans la salle de contrôle avec un atlas scolaire australien qu'il avait acheté plus tôt pour ses enfants, et en travaillant à partir de cela et d'un peu d'ingéniosité, ils se sont infiltrés. Une fois à l'intérieur, le périscope a montré une collection de sous-marins côtiers de type Aero et un destroyer solitaire, le Haru Sam. Morton a préparé un déploiement complet pour le lancement et, comme le poisson-garde, a commencé à s'approcher. Mais la prochaine fois qu'il a vérifié les cibles, le destroyer était en mouvement, se dirigeant vers l'arrière du Wahoo. Les tubes arrière ont été dûment préparés, mais le destroyer a ensuite tourné dans un motif en zigzag anti-sous-marin relativement standard, et soudainement il passait par l'étrave à moins de 2000 yards. 3 torpilles ont été tirées rapidement, mais une vérification rapide au périscope a révélé que le destroyer avait augmenté sa vitesse de 15 à 20 nœuds, et toutes les torpilles passeraient donc après lui. Une 4e torpille a été rapidement réglée avec une déflexion appropriée et lancée. Celle-ci était sur la cible, mais Harusame l'a repérée, s'est détourné, puis a continué son cercle pour se tourner et charger vers Wahoo. Une 5e torpille d'une portée de 1200 yards a été tirée directement sur le destroyer, mais elle a raté sa cible, ou n'a pas explosé. 800 yards et le dernier tube vers l'avant a été tiré. Le chronomètre décomptait, il ne devrait rester que 25 secondes de temps de fonctionnement, et exactement à 25 secondes, une grande explosion a été entendue, et le Harusame brisé a dû se jeter sur la plage pour éviter de couler. Elle serait finalement récupérée, mais resterait hors service pendant plus d'1 an. Accompagné de diverses formes de munitions anti-sous-marines en colère, mais heureusement inexactes, le Wahoo s'est dirigé vers la mer. Ils pouvaient désormais débuter leur mission principale de patrouille. Dans le récit d'après-guerre de l'amiral Lockwood, c'était probablement l'un des rares cas où le détonateur Mark VI a réellement fonctionné comme prévu, car les chances d'une détonation de contact de face avec le destroyer étaient relativement minimes. Non seulement l'avant d'un destroyer était une cible très petite, mais ses lignes fines auraient probablement dévié plutôt que détonné une torpille. De plus, l'explosion avait brisé son dos et non pas soufflé sa proue. Cet influenceur magnétique particulier fonctionnait comme prévu, ou alors la vitesse de fermeture de la tête était suffisante pour que, peut-être après un moment pour surmonter une goupille de tir pliée, il finisse par détonner au bon moment. Dans tous les cas, quelques jours plus tard, un petit groupe de navires marchands a été aperçu et Wahoo s'est lancé dans l'attaque. Cela a donné des résultats plus mitigés. Au moins 10 torpilles ont été tirées pour un total de 3 navires marchands touchés qui ont pris un total de 7 torpilles entre eux. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il devrait falloir beaucoup moins de 7 torpilles pour couler 3 navires relativement petits avec un tonnage total combiné d'environ 18 000 tonnes où aucun navire n'était beaucoup plus de 6 000 tonnes. Au moins une torpille a été vue passer juste sous la cible mais n'a pas explosé et il semble que certains des impacts au moins étaient des impacts avec peu ou pas d'explosion suivante et tous les objectifs n'ont pas été coulés par les coups qu'ils avaient reçus non plus. 2 autres navires ont été aperçus après cette attaque. Il a fallu 5 autres torpilles pour couler un pétrolier de 6 500 tonnes, et ensuite les 2 dernières torpilles du bateau ont été utilisées pour essayer de finir enfin le Pacific Maru, un navire qui avait survécu à l'attaque originale, mais malgré avoir été touché par plus de torpilles que ce qui serait utilisé pour couler le porte-avions ou le cuirassé moyen, une variété de détonations ratées et d'explosions prématurées signifiait que le Pacific Maru resterait à flot pour le moment. Bien que ce soit l'une des patrouilles de sous-marins américains les plus réussies, sinon la plus réussie jusqu'à présent, il avait fallu toute la charge de torpilles d'un sous-marin de flotte pour couler moins d'une demi-douzaine de cibles, et le lendemain, le Wahoo a eu la chance de tomber sur un autre convoi de 5 navires, mais sans torpilles restantes, ils ont dû se contenter de traquer les navires en espérant que l'un d'eux sortirait de la formation, le laissant à la merci du canon de pont du sous-marin. Seul un destroyer a quitté le convoi, et avec un œil précis pour les motifs de charge de profondeur,
il se dirigea droit vers le Wahoo. Wahoo a décidé que la discrétion était la meilleure part de la valeur pour un changement et est rentré chez lui pour une citation présidentielle pour ses efforts. Ailleurs, dans le Pacifique, le United States Shipsea Raven essayait quelque chose de nouveau. Il avait repéré un convoi, mais le cap, la distance et la vitesse de celui-ci indiquaient qu'une approche submergée n'allait jamais permettre une interception. Selon les tactiques d'avant-guerre, le sous-marin aurait alors dû interrompre l'action et chercher une autre cible, mais le commandant du sous-marin, le commandant Cassidy, a décidé d'essayer quelque chose d'autre. S'asseyant à la station de cartographie et calculant le cap probable du convoi, il attendit qu'il fasse nuit, fit surface, puis avança à pleine vitesse sur un cap d'interception calculé, la vitesse en surface de son sous-marin étant presque exactement aussi rapide en nœud que le convoi que sa vitesse submergée était plus lente. En utilisant simplement l'estime, à l'aube, il n'y avait rien en vue, ce qui était un peu décourageant, mais peu après 0740, de la fumée est apparue à l'horizon et peu de temps après, il a été confirmé que c'était le convoi. Sea Raven avait en fait bien pris de l'avance sur eux. Sea Raven a ensuite continué à naviguer en surface à une distance de 15 miles, se frayant un chemin directement devant. Avant de plonger ensuite et de se mettre en position d'attaque, une tactique globale qui était similaire à celle que les U-boats utilisaient dans l'Atlantique Nord. 3 torpilles ont ensuite été tirées, dont au moins une a fonctionné car le Shiraha Maru d'environ 5700 tonnes a été coulé. En levant le périscope pour une autre cible, un escorteur anti-sous-marin a été repéré à proximité et donc le Sea Raven s'est dirigé vers d'autres terrains de chasse. Un mélange de terrible et brillante chance avait visité le United States Ship Silversides, qui est apparu à la fin de janvier, avec 4 navires coulés et un trio d'histoires incroyables, les 2 premières liées ensemble. Lors de sa patrouille débutée à la mi-décembre 1942, un membre d'équipage a été atteint d'appendicite 5 jours après le début de celle-ci. Pour garantir les meilleures chances de survie avec les outils médicaux limités disponibles, Silversides avait plongé profondément et y était resté pour la meilleure stabilité possible alors que l'opération de 5 heures a réussi à résoudre le problème. Mais, ayant navigué toute la nuit sous l'eau ainsi que la majeure partie de la journée précédente, le sous-marin était maintenant extrêmement faible en énergie de batterie et avait besoin de se recharger immédiatement. Rester à la surface au large de Bougainville en plein jour aurait presque certainement été une condamnation à mort, et donc le sous-marin a commencé à faire surface aux premières heures du matin. Il est apparu à portée de vue facile d'un destroyer japonais qui a commencé à charger. Pensant rapidement, Silversides a tiré 2 de ses tubes arrière avec une précision remarquable pour des instantanés. Les 2 se sont dirigés droit vers le navire qui arrivait. Mais étant des MQ-14S, il ne surprendra personne que l'un est passé sous le destroyer sans rien faire et que l'autre ait explosé prématurément juste devant lui. Le sous-marin américain a rapidement plongé, ébranlé par le fracas d'une rafale de grenades sous-marines. Avec la charge électrique restante s'épuisant, le Silverside est resté immergé aussi longtemps que possible avant de refaire surface pour recharger les batteries grâce au diesel et à l'oxygène. Malheureusement, la deuxième immersion a provoqué un explosif Konichiwa du destroyer qui les attendait et une série de bombes d'un avion est arrivée alors que ce destroyer avait également appelé un avion de patrouille pour plus de fun. L'une des bombes a atterri si près que l'explosion a cassé le périscope principal comme une brindille et alors que le sous-marin plongeait à nouveau en catastrophe, la même explosion a réussi à briser toutes les goupilles de contrôle sur les plans de proue qui étaient maintenant bloqués dans le réglage de plongée difficile alors que le Silversides commençait maintenant sa meilleure imitation d'un grand 8 de 2500 tonnes descendant dans les profondeurs. L'un des officiers juniors a couru à moitié, est tombé à moitié à travers le sous-marin dans la salle des torpilles avant pour exiger que le chef Smiley fasse quelque chose à propos des plans de proue coincés. Illustrant le système complètement inutile détruit par l'explosion de la bombe, le chef a informé l'officier que la chose la plus utile qu'il pouvait faire en ce moment était de prier pour une intervention divine. La coque sous pression autour d'eux a craqué, s'est tendue et s'est rétractée sur elle-même, mais au tout dernier moment avant l'implosion, une combinaison de changements désespérés dans divers réservoirs de ballast et de trim et quelques bricolages de dernière minute ont nivelé le sous-marin pour jouer les morts alors qu'un motif aléatoire de charge de profondeur tombait d'en haut. Avec les batteries pratiquement à plat, le Silversides s'est éloigné, puis a fait un dernier effort désespéré pour atteindre la surface, avec à peine assez de charge pour alimenter les procédures d'ascension.
Au soulagement de tous, cette fois il n'y avait pas de destroyer japonais et la recharge pouvait commencer. Après l'excitation, en janvier, ils ont trouvé un convoi et fait la plupart de leurs tueries, plus un pétrolier séparé. Puis le dernier incident s'est produit lors de l'attaque sur le convoi. Ils avaient tiré les 6 tubes de torpilles de proue et enregistré 5 explosions pour lesquelles ils se considéraient relativement chanceux, car c'était un taux de détonation inhabituellement élevé compte tenu du comportement du Mark XIV à ce stade. Par la suite, le lieutenant Worthington a remarqué que l'eau avait inondé les tubes comme d'habitude, mais avait également réussi à inonder le torpille avant et les cales, ce qui laissait le sous-marin nettement lourd du nez. L'équipage a ensuite formé une chaîne de saut pour déplacer une partie de l'eau vers les cales arrière et équilibrer le tout, et un autre membre d'équipage nommé Davenport a décidé de vérifier les tubes eux-mêmes pour voir d'où fuyait toute l'eau supplémentaire. A ensuite fait un rapport au chef Smiley qui ne souriait plus. L'une des portes des tubes était encore ouverte et elle ne se fermait pas. Eh bien, cela expliquerait l'eau, mais une inspection plus approfondie a également révélé que la raison pour laquelle la porte était encore ouverte, c'est qu'il y avait un Menka 14 entièrement armé, suspendu à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur du tube. Eh bien, cela expliquait l'absence d'une 6e explosion, mais cela signifiait aussi que parmi tous les moments où un Mach 14 était susceptible d'exploser, celui-ci en était probablement un, puisque les 5 autres indiquaient qu'ils avaient clairement eu de la chance sur les numéros de l'eau. Et, pour aggraver les choses, les escortes du convoi récemment attaqué se sont mises au travail et le bruit sourd des charges de profondeur se rapprochait de plus en plus. Personne n'avait besoin qu'on lui dise ce qui risquait de se passer si une charge de profondeur explosait un peu trop près d'une torpille entièrement armée qui était coincée dans leur proue, comme elle l'avait fait un mois plus tôt, les flancs argentés faisaient le mort. Les bruits des navires de patrouille s'éloignaient peu à peu. Très prudemment, après 24 heures en dessous, le sous-marin a fait surface dans une tentative de désarmer l'arme. Mais bien sûr, étant un Mark XIV, la torpille s'était coincée juste au bon endroit pour empêcher l'accès au mécanisme d'armement. Il ne restait plus qu'une chose à essayer. Un équipage squelette strictement bénévole a pris en charge la salle des torpilles avant, qui a ensuite été coupée du reste du sous-marin et le cloison a été renforcé. Le sous-marin a fait marche arrière à plein régime et le chef Smiley a très soigneusement appuyé sur le bouton de tir. Heureusement, la torpille a quitté le sous-marin vers des destinations inconnues du Pacifique. En examinant le sous-marin, ils ont constaté que ces incidents avaient causé des dommages cumulatifs. Silversides fuyait de l'huile, de l'air. Le générateur principal avait maintenant décidé de prendre feu, et l'une des nombreuses attaques de charge de profondeur avait renversé de la bouillie de blé dans le réseau d'induction principal. Prenant l'indice, Silversides a écourté sa patrouille et est rentré pour des réparations méritées. Bien que nous la rencontrerons probablement à nouveau plus tard dans cette série, il convient de mentionner brièvement que Silversides a effectivement survécu à la fois à la guerre et à la paix subséquente et peut être vu aujourd'hui au Mémorial naval des Grands Lacs et au Musée du Michigan. Cependant, une autre tragédie attendait ailleurs la force sous-marine américaine. Vol Pan Am de Pearl Harbor à San Francisco s'est écrasé sur une montagne dans le nord de la Californie. Avec lui, l'amiral Bob English et son équipe de 9 hommes, tous sous-mariniers expérimentés, ont disparu, ce qui a essentiellement éliminé tout le personnel du poste de commandant de la flotte sous-marine du Pacifique, l'amiral Lockwood, basé dans le Pacifique Sud-Ouest et ayant déjà joué un rôle clé dans la résolution de certains des défauts du Mark XIV, à savoir la profondeur excessive, a été appelé à prendre ce nouveau poste, à son grand regret, car cela l'a éloigné de ce qui était à l'époque pratiquement le front des opérations. Et ce n'était que janvier, sans même couvrir les diverses attaques de Greenling, Swordfish, Gato et d'autres sur les navires du Tokyo Express, alors que l'évacuation de Guadalcanal commençait. Février était un mois plus calme et plus sobre. Les United States Ship Shark et l'United States Ship Amberjack ont été perdus lors d'attaques par des escorteurs japonais. Le lieutenant-commandant John Scott de l'United States Ship Tunney est revenu de patrouille dans une fureur absolue. Il avait précisément une seule victime lors de sa dernière patrouille, un cargo solitaire de 5000 tonnes. Fraîchement équipé de radars, le Tunney avait effectué une parfaite attaque, tirant une paire de torpilles à moins de 900 yards, une bonne partie de la distance entre les deux navires étant occupée par le temps d'armement des torpilles.
Eh bien, j'ai décidé de nommer rétroactivement ces torpilles Eeyore et Doug parce que l'une d'elles a immédiatement dit « Oh, quel est le point ?» et a coulé. L'autre a rebondi sur l'océan, criant probablement dans ce qui passe pour un langage parmi les torpilles écureuils, et est allé pratiquement partout sauf dans la direction de la cible. Revenant en arrière et maintenant sous le feu des 2 canons du navire, Tunney a lancé une autre paire de torpilles à un peu moins de 1000 yards. Une torpille a couru droit et a continué à aller jusqu'à l'horizon. L'autre a décidé que Tunney était le véritable ennemi dans ce scénario et est revenu sur eux. Tunney a évité, rechargé et tiré 3 autres torpilles pour un total de 7. Cette fois, l'un d'eux a touché, un autre a manqué, ce qui est assez raisonnable, étant donné qu'ils avaient tiré un éventail et le dernier, probablement un parent de Doug de plus tôt, est parti dans ses propres tangentes, mais cette fois, l'un de ces virages aléatoires l'a également conduit directement dans la cible où il a probablement explosé de pure surprise, coulant le cargo. Lockwood avait été sur le point d'ordonner la désactivation de la fonction d'influence magnétique de l'exploseur Mark VI, mais, selon ses propres mots, la version fonctionnelle chanceuse du Wahoo, utilisée contre Atosame, avait temporairement retenu sa main, car sans elle, le Wahoo aurait probablement été perdu, et il y avait ce potentiel éternellement hors de portée de dommages absolument massifs si l'exploseur fonctionnait. Mais à ce stade, sa foi en la capacité du bureau des munitions à même reconnaître qu'il y avait un problème, sans parler de le résoudre, s'estompait rapidement. Il a également transmis une note au bureau des munitions qui a été inspirée par une visite à Pearl de l'officier des torpilles du Her Majesty's Ship Victorious, alias United States Ship Robin, qui avait entendu parler des problèmes et s'était arrêté pour mentionner que la Royal Navy avait rencontré des problèmes similaires avec leur propre détonateur magnétique au début de la guerre. L'une des solutions avait été de changer la source d'alimentation pour des batteries au lieu d'un petit générateur qui apparemment causait des problèmes, et en utilisant un détonateur plus petit et moins sujet aux fuites, et aussi simplement en éteignant ou en retirant les choses en faveur des fusibles de contact dès qu'il semblait qu'ils ne fonctionnaient pas. Difficile d'imaginer où cette note a été classée par le bureau de l'ordnance. Ailleurs dans le monde, l'île de Midway, désormais sécurisée, était lentement transformée en base de sous-marins, avec la construction d'installations de rénovation et de loisirs. Un brise-lames était prévu pour agrandir le port sûr, pouvant accueillir jusqu'à près de 2 douzaines de sous-marins à la fois, et une cale sèche flottante capable de soulever les plus grands sous-marins de la flotte était également en commande. Cela prendrait cependant du temps à achever, car l'attention des CBS sur l'île de Midway était partagée entre l'établissement de la base de sous-marins et l'établissement de Midway en tant que base de flotte générale pour les croiseurs, les destroyers, etc. Wahoo avait commencé une nouvelle patrouille qui se prolongerait jusqu'en avril, mais nous en parlerons plus tard lorsque nous arriverons à ce mois. Mars a engendré des complications additionnelles. L'Union des républiques socialistes soviétiques était évidemment officiellement du même côté que le Royaume-Uni et les États-Unis en Europe, mais ils n'étaient pas en guerre avec le Japon, et donc les navires soviétiques empruntaient les routes commerciales du Pacifique comme si rien d'important ne se passait. Ainsi, lorsque le United States Ship Sawfish a coulé par hasard le cargo Hillman et a au moins touché et endommagé, sinon coulé, le cargo Kola, cela a posé un certain problème. Il s'est avéré que le problème dans ce cas particulier était que les navires soviétiques qui se dirigeaient vers les États-Unis étaient censés utiliser le détroit de la Pérouse et les sous-marins américains avaient reçu l'ordre de l'éviter, mais à la mi-janvier, ce détroit avait gelé. L'information selon laquelle cela s'était produit s'était perdue en transit quelque part vers les alliés occidentaux et les navires soviétiques qui avaient été déroutés loin du détroit gelé avaient fini par passer près du détroit de Tsushima où ils s'étaient aventurés dans les zones de chasse aux sous-marins de la flotte américaine. L'utilisation de feux de navigation à demi-puissance, qui était le signal de secours convenu, s'est avérée un peu trop faible pour qu'un périscope d'attaque puisse le remarquer à l'aube ou au crépuscule. Ces incidents conduiraient à de meilleurs échanges d'informations avec le Bureau de coordination des expéditions soviétiques à Vladivostok et à des marquages spéciaux peints sur les navires soviétiques pour tenter d'éviter ces incidents à l'avenir. Mars a également vu la perte de l'United States Ship Grampus et de l'United States Ship Triton, tous deux ayant coulé en attaquant ou peu après avoir attaqué des convois ennemis ou des formations de destroyers, et dans les deux cas, il y avait au moins une indication que les torpilles
qu'ils avaient tiré n'avait fait que endommager ou simplement alerter les navires ennemis plutôt que de les détruire, donnant ainsi aux escortes une chance de suivre la ligne et d'attaquer le sous-marin. D'autre part, le radar monté sur les sous-marins devenait de plus en plus courant dans la flotte, ce qui permettait aux sous-marins attaquants de chercher des cibles beaucoup plus facilement la nuit, alors qu'auparavant, ils devaient se fier à leurs yeux, et parfois même pendant la journée, puisqu'un sous-marin pouvait, même avec un certain risque, rester bas dans l'eau à la surface pour quelques balayages avant de plonger et d'évaluer ce qu'il avait vu, ou si vous étiez un capitaine particulièrement doué, vous pouviez amener le sous-marin juste en dessous de la surface et rester là avec l'antenne radar sortant de l'eau. Beaucoup d'efforts de sous-marins américains se concentraient sur les régions sud et sud-ouest du territoire détenu par les Japonais, car il n'y avait tout simplement pas encore assez de sous-marins pour encercler complètement le Japon. Les eaux au large du nord du Japon se sont avérées être de assez mauvais terrains de chasse de toute façon, et il était considéré comme préférable d'éliminer le commerce ennemi dans les zones les plus fréquentées plutôt que d'entreprendre les efforts beaucoup plus risqués et moins récompensés qui étaient impliqués dans la poursuite directe des navires de guerre japonais, du moins pour la majorité des efforts des sous-marins américains. Certains sous-marins seraient toujours alloués aux zones de première ligne où les cibles de navires de guerre étaient les plus susceptibles d'être les plus courantes, bien qu'au fur et à mesure que mars se transformait en avril, cela s'avérerait être un exercice quelque peu frustrant. Avril apporterait une multitude de problèmes différents. L'United States Ship Pickerel et l'United States Ship Grenadier ont été perdus ce mois-ci. La cause de la perte de ce dernier reste techniquement inconnue. Plusieurs forces japonaises ont attaqué une forme de contact sous-marin dans sa zone opérationnelle à cette époque, et elles pensaient toutes avoir coulé leur cible. L'un d'eux avait très probablement raison, mais lequel exactement reste à voir, car au moment de l'enregistrement, je ne pense pas qu'ils aient trouvé l'épave du Pickerel. Cependant, le Grenadier a été gravement endommagé par une attaque aérienne, et après avoir reposé au fond en essayant de réparer les choses après une plongée semi-involontaire, il est devenu assez évident que le sous-marin n'allait nulle part rapidement, et ils ont donc fait surface et sabordé leur bateau, laissant l'équipage à la merci douteuse des camps de prisonniers de guerre japonais qui revendiqueraient 4 des survivants. Au début du mois d'avril, les défaillances du Mark XIV ont privé les sous-marins américains de certains des prix les plus spectaculaires de la guerre. Le 9 avril, nous retrouvons à nouveau l'United States Ship Tunney. Son périscope a surgi pour révéler les porte-avions Iyo, Junyo et Taiyo dans une joyeuse petite ligne de 2 colonnes. À peine croyant à sa chance, le lieutenant-commandant Scott a tiré tous les 6 tubes d'étrave avant de faire demi-tour et de déchaîner également les 4 tubes d'arrière. 10 torpilles se sont rapprochées à ce qui équivalait à une portée à bout portant et 7 explosions ont secoué l'océan. Mais lorsque le périscope est monté et a tourné à 360 degrés, les seuls dégâts infligés étaient des dommages de choc mineurs à Taiyo, le plus petit des 3, à cause d'une détonation prématurée qui était juste un peu plus proche que la moyenne. Toutes les 10 torpilles avaient soit explosé prématurément, soit, dans le cas des 3 qui n'ont pas été entendus, tout simplement pas fonctionné du tout. Le lendemain, ailleurs dans le Pacifique, l'United States Ship Pompano a aligné une approche absolument magnifique sur le porte-avions de flotte Shikaku, qui retournait en service opérationnel après des mois de réparation suite à l'action dans la campagne de Guadalcanal. Tous les 6 tubes avant ont été tirés, au moins 3 explosions ont été entendues, mais le porte-avions a continué son joyeux chemin. Une fois de plus, le détonateur magnétique avait explosé trop tôt. Près d'une semaine après ces incidents, l'amiral Lockwood a été appelé à faire une présentation sur le continent des États-Unis aux différents bureaux, y compris l'ordonnance, sur ce que la guerre sous-marine du Pacifique nécessitait exactement. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment, comme le rageait Lockwood. Si le bureau de l'ordonnance ne peut pas nous fournir des torpilles qui frapperont et exploseront, ou avec un canon plus grand qu'un lance-poids, alors, pour l'amour de Dieu, demandez au bureau des navires de concevoir un crochet de bateau avec lequel nous pouvons arracher les plaques des côtés de la cible. L'absence de grands canons de pont avait aussi été un point de désaccord pendant un moment. Alors que plus tard dans la guerre, de nombreux sous-marins feraient ni bon usage de canons de pont de 5 pouces à ce stade, la plupart des sous-marins qui avaient une sorte de canon de pont mage avaient un 3 pouces, ce qui était totalement inadapté pour couler quelque chose de plus grand qu'un canot à rame. Cet incident a cependant eu un avantage, bien qu'il ait fallu un certain temps pour se faire ressentir. Lockwood se trouvait être ami avec le contre-amiral Spike Blandy,
qui était actuellement le chef du bureau des munitions et qui n'était également pas très content de Lockwood à ce moment-là pour des raisons évidentes. Pour être équitable envers Blendy, il n'a obtenu ce poste qu'en 1941, bien après le développement et la mise en service du Mark XIV. Mais après quelques échanges initialement houleux et acerbes, Lockwood a conclu que Blendy avait reçu de mauvais conseils de ses subordonnés. Blendy était un excellent officier d'ordonnance pour les armes à feu et les obus, mais il connaissait peu de choses sur les torpilles. Après une heure de discussion, des experts en torpilles du personnel de Lockwood ont été transférés à celui de Blendy, ce qui commencerait progressivement à donner des résultats, bien qu'il faudrait encore quelques mois, et non quelques colères supplémentaires de divers officiers, avant que les choses ne soient finalement résolues. À court terme, il a été décidé par les hauts et puissants et le bureau de l'ordonnance que le détonateur magnétique de l'Exploder Mark VI pourrait ne pas être aussi fiable qu'on le pensait au départ, et il a autorisé la désactivation sélective de celui-ci en faveur de l'élément détonateur de contact à la discrétion des officiers impliqués. Du côté positif, Wahoo s'était présenté au début d'avril après une patrouille de 6 semaines pleine d'excitation. Bien que George Grider ait eu le privilège douteux d'être transféré au poste de XO sur le plus petit et moins capable United States Ship Pollock, le sous-marin a été autrement réaménagé et rechargé, le seul problème notable étant la perte d'environ un quart de la capacité de la batterie en raison de ces nouvelles batteries anti-choc qui ont fini par se fissurer en raison de la différence de température entre leur intérieur et celui de la coque. Sa première attaque sur ce qui semblait être un navire-phare a échoué, car la torpille est tombée à court. Décidant que cela ne valait pas la peine d'un deuxième tir, Morton a emmené Wahoo ailleurs, et à mi-chemin en mars, les cibles ont commencé à apparaître en grand nombre et rapidement. Un certain nombre de torpilles nouvellement chargées contenaient le nouvel explosif Torpex, et elles devraient donc causer beaucoup plus de dégâts si le MK. 6 daignaient faire une journée de travail honnête. Huamaru, par exemple, a pris un seul coup et s'est éloigné en boitant. Au début, l'équipage de Wahoo pensait qu'elle s'était échappée. Le navire nous a retrouvés le lendemain, comme prévu. Au total, 9 attaques de torpilles et 4 actions de tir ont fait entre 7 et 9 victimes, selon les rapports d'après-guerre auxquels vous croyez, qui valaient environ 27 000 tonnes. Ces attaques n'étaient bien sûr pas sans défaut. Pendant les attaques, 4 torpilles ont explosé trop tôt et une autre n'a pas fonctionné. Mais grâce à l'esprit de calcul brillant de O'Kane, un bon nombre des autres torpilles ont réellement touché leur cible. Il était presque impossible de compter plus de torpilles qui étaient peut-être passées sous la cible sans exploser, car il était évidemment assez difficile d'observer depuis un sous-marin, mais sur un total de 13 engagements, obtenir au moins 7 tués était un énorme progrès par rapport à la moyenne de la flotte de l'époque. Avec un 10%, la tête militaire Torpex a certainement aidé, car les simples coups étaient désormais plus que capables de couler des navires qui auparavant auraient peut-être seulement été endommagés. Les chiffres de production de torpilles étaient également restés faibles et un certain nombre de sous-marins, comme ils l'avaient fait fin 1942, avaient eu recours à la mise en mer et à l'exploitation minière à la place, mais à Pearl Harbor, de nouvelles tactiques étaient en cours d'élaboration, combinant le radar, la nouvelle radio vocale de navire à navire et un certain nombre d'autres facteurs pour faciliter les tactiques de meute de loups. Il ne manquait plus que suffisamment de sous-marins pour former une meute de loups et assez de torpilles pour tous les équiper. Cependant, des exercices pratiques étaient organisés près de Pearl Harbor pour familiariser les équipages au concept opérationnel. Pour éviter d'autres pertes dans ce qui était devenu une augmentation plutôt alarmante du nombre de navires japonais coulés qui ratisseraient les tours de contrôle des sous-marins avec des tirs de mitrailleuses, les nouvelles tours de contrôle allaient être construites avec des plaques plus épaisses et en utilisant de l'acier STS avec des plaques STS supplémentaires envoyées pour être réaménagées sur les anciens sous-marins dès que possible. Mais serait un mois heureusement dépourvu de pertes de sous-marins amis et verrait le Wahoo mener l'essentiel de sa 5e patrouille, mais d'abord nous considérerons une mission audacieuse par l'United States Ship Nautilus et l'United States Ship Narwhal, tous deux parmi les plus grands sous-marins d'avant-guerre, mais alors que l'Argonaut avait été transformé en poseur de mines, ces deux-là étaient maintenant utilisés comme transport de troupes sous-marins de toutes choses. Dans ce cas, la 7e compagnie de scouts, divisée, a embarqué à bord des sous-marins qui ont pris la route vers Attu. Cela n'a pas été sans problème. Les hommes supplémentaires à bord signifiaient que les réserves d'oxygène des sous-marins et les absorbeurs de CO2 étaient rapidement épuisés,
obligeant les hommes à traverser des périodes d'intoxication légère au CO2 avant qu'il ne soit sûr pour les sous-marins de faire surface et d'obtenir plus d'air frais. Toutefois, les 2 sous-marins ont pu débarquer leurs éclaireurs quelques heures avant la force d'invasion principale et repartir sans encombre. Dans l'ensemble, le nombre de naufrages de navires japonais augmentait, mais c'était plus le résultat de l'arrivée de plus en plus de sous-marins, car lancer suffisamment de torpilles sur les choses signifiait que certaines finiraient par fonctionner. En contraste, dans l'Atlantique, Dönitz se plaignait parfois lorsque le ratio de torpilles tirées par rapport aux torpilles touchées de son U-boot dépassait une moyenne de 2:1. Dans la campagne du Pacifique de 1943, le ratio de torpilles tirées par rapport aux coups réussis était d'environ 11:1. Cependant, dans une sorte de twist ironique, mai 1943 serait considéré comme le mois où la menace croissante du U-boot a été brisée dans l'Atlantique, avec près de 4 douzaines de U-boats coulés, alors que dans le Pacifique, mai s'avérerait être le début de la fin pour la flotte marchande japonaise, bien qu'il ne le savait pas encore. En partie, cela était dû à la patrouille de Wahoo. Elle a commencé après avoir escorté Nautilus et Narwhal à Attu avec une attaque sur un navire d'aviation. 3 torpilles, un coup qui était un échec. Puis 10 autres torpilles ont été tirées sur 2 cibles, obtenant un seul coup fonctionnel qui a coulé le Tamonmaru 5. Puis une attaque sur un convoi de 3 navires. 3 torpilles lancées. Une a explosé prématurément, déviant la deuxième, et la troisième a touché sans exploser. Encore un échec. Une rupture dans le schéma est ensuite venue d'une dispersion de 6 torpilles qui a obtenu 3 coups qui ont coulé le Takao Maru et le Jimu Maru, mais ensuite une attaque finale sur 2 navires a vu 4 torpilles tirées, 2 manquées, un échec et une curieuse détonation partielle. Une autre torpille a été tirée pour achever le navire endommagé et la torpille a coulé. La toute dernière torpille à bord du bateau a ensuite été tirée d'un tube arrière, ce qui a entraîné une autre explosion partielle. Sans torpille, Wahoo a filé à pleine vitesse vers la maison, avec un Morton furieux prêt à confronter Lockwood au sujet du détonateur Mark VI défectueux. Alors que le sous-marin filait à toute vitesse vers la maison, l'ancien officier de Wahoo, George Grider, était peut-être en train de sauver sans le savoir l'assaut futur sur Tarawa. À bord du Pollack, il a lancé 3 torpilles sur 4 dans le Bangkok Maru, l'envoyant au fond. Cela a privé la garnison de 4000 hommes sur Tarawa de 1200 renforts lourdement armés, ce qui aurait pu faire une différence significative dans l'assaut sur l'île qui était prévu en novembre 1943 compte tenu de combien cela a été serré par moments. La rencontre entre Morton et Lockwood a été bruyante pour dire le moins. Wahoo était toujours le sous-marin le plus performant de la flotte et était maintenant prévu pour une longue révision sur la côte ouest des États-Unis avec beaucoup de médailles et de salaires pour l'équipage qui a longtemps souffert. Le sous-marin recevrait de nouvelles batteries, moteurs, radars, hydrophones, arbres d'hélice et une tour de contrôle réduite et renforcée. Cependant, O'Kane emmènerait Wahoo au port pour la dernière fois car on lui avait annoncé qu'il était promu pour commander un nouveau sous-marin, l'United States Ship Tang. Lockwood, après avoir survécu à Morton, a également reçu plus de soutien pour sa campagne visant à obtenir les plus gros canons de pont du sous-marin lorsque l'United States Ship Plunger a signalé avoir tiré 180 obus de 3 pouces sur l'Asaka Maru de 7400 tonnes, suivi de 1000 obus de 20 mm, ce qui a laissé le navire en feu, mais toujours à flot. Et enfin, pour cet épisode du mois, nous arrivons en juin. Au point médian de l'année. Ce mois verrait 2 pertes. 1. Le R-12 était en mission d'entraînement au large de la Floride lorsque le compartiment de la batterie avant a été inondé, emportant le R-12 avec 42 des 47 hommes à bord en 30 secondes. L'autre était potentiellement le United States Ship Runner, qui a été perdu dans une fenêtre de temps couvrant la fin de juin et le début de juillet, avec sa date de perte potentielle la plus précoce étant au navire d'escorte de la marine impériale japonaise le 22e après une attaque réussie sur le Sainon-Maru. Le 10 juin a apporté une autre frappe ratée sur un porte-avions, celui-ci Iyo. L'United States Ship Trigger a réalisé une attaque de manuel avec tous les 6 tubes de torpilles avant, seulement pour obtenir une explosion prématurée, un raté, 2 manqués, et enfin 2 coups, ou peut-être très près de prématuré.
Ces derniers ont endommagé Io et l'ont renvoyé au port, mais 4 coups solides l'auraient presque certainement coulé. Les théories abondaient parmi la flotte de sous-marins américaine. Les Japonais avaient-ils volontairement surmagnétisé leur coque pour forcer les torpilles à détonner plus tôt? Utilisaient-ils peut-être des paravanes électrifiées qui avaient leur propre signature magnétique loin des navires? La plupart de la flotte avait déjà deviné que le détonateur Mark VI était défectueux. Ces propos et la tirade de Morton ont finalement poussé l'amiral Lockwood à appeler à un vote parmi ses experts en torpilles. Ils ont voté à l'unanimité pour désactiver la partie magnétique du détonateur Mark VI. Mais pour ordonner à tous ses sous-marins de faire cela, il avait besoin de la permission de l'amiral Nimitz. Après avoir examiné les preuves, la permission a été accordée, et les sous-marins de la flotte du Pacifique ont finalement reçu des ordres précis pour désactiver l'élément magnétique du détonateur Mark VI le 24 juin 1943. Une note de bas de page malheureuse à cela était que les sous-marins du Pacifique Sud-Ouest, l'ancien commandement de Lockwood et techniquement séparé de la zone de commandement de Nimitz, étaient sous le contrôle de l'amiral de la flotte Christie, qui avait été l'un des esprits qui avait développé le Mark VI. Il a ordonné à ses sous-marins de garder le Mark VI activé, ce qui conduirait à presque une autre année de frustration pour les sous-marins affectés à cette zone. De plus, Christie avait l'habitude agaçante de démettre de ses fonctions tout officier de sous-marin qui disait quelque chose de négatif à propos de son détonateur. Mais pour une partie de la force sous-marine américaine, ils pouvaient désormais compter sur le Mark XIV pour fonctionner normalement à une profondeur à peu près correcte, sans détonner prématurément. C'est juste dommage que le détonateur à contact soit tout aussi mauvais que le magnétique, mais c'était un problème à résoudre dans la seconde moitié de 1943. À cette période, des versions d'essai de la nouvelle torpille électrique Mark sont également parvenues. C'était essentiellement une copie américaine de la torpille électrique allemande G7E, mais malheureusement, lors du passage par le développement, quelqu'un avait décidé qu'il allait l'améliorer, ce qui a déclenché une autre cavalcade de problèmes que nous explorerons plus tard au fur et à mesure que la guerre avance. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. Pensez à commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.